Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, mesdames et messieurs. Tout le plaisir est pour nous encore une fois de vous retrouver devant vos petits écrans. Vous regardez la télévision deuxième, il est pratiquement 20h30 minutes. Nous sommes lundi et c'est bien l'heure de l'émission sur votre chaîne de proximité, la 2 Sport. C'est bien maintenant. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous étions nombreux donc à être sous nos postes téléviseurs pour vivre cet événement, la fête du football africain. Nous sommes là donc ce soir pour décrypter, analyser et commenter cette fête qui a donc connu son épilogue bien évidemment hier avec le sacre du Sénégal. Sénégal qui a donc dominé l'Égypte au tir au but, on va dire 4-2. Alors quel parallèle pourrions-nous faire? Le Togo pourrait-il un jour remporter la CAN avec donc un sélectionneur local? On en parlera dans cette émission et bien évidemment les à côté, tous les sujets donc qui ont alimenté les débats au cours donc de cette fête de football africain. On en parlera dans cette émission bien évidemment, mesdames et messieurs. C'est le statut de notre émission de ce soir. Ils sont là, nos invités qui nous aideront donc à décrypter, analyser donc ce sujet. Je commence par Jaguar Coulibaly. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait plaisir d'être avec le Joanne Grégoire aujourd'hui. Je peux dire que c'est la toute première fois que je partage le plateau de TV2 avec lui. Mais chez nous, de l'autre côté, à RCJ, j'ai toujours cette chance. Mais à la deuxième, c'est la toute première fois. C'est un plaisir. Tout le plaisir pour nous donc. Douane, bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir Roger. Bonsoir Jaguar et bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, je suis ravi de partager également ce plateau avec Jaguar. En tout cas, ensemble, on va parler du football africain. On va parler du football africain, mais permettez quand même avant d'aller de peut-être jeter un petit regard sur notre championnat, le championnat de la première division qui est en train d'égrener pratiquement les derniers chapelets donc, de cette saison 2021-2022. Nous disputions la 11e journée ce week-end. Oui, la 11e journée a été disputée ce week-end dans les deux poules, la poule A et la poule B. Et la poule A, l'information c'est que le Dynamique togolais n'est plus leader. Et donc c'est Gomido qui lui ravit. Bon, ce n'est pas surprenant dans la mesure où c'est un championnat. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on se disait que Dito pour le moment réalise un parcours sans faute parce que n'ayant pas connu des défaites donc depuis le début de cette compétition, mais là, je crois que c'est arrivé donc face à un sérieux client également, la SOTR qui a su tirer son épingle du jeu, qui a bien préparé son match de retour face au Dynamique togolais parce qu'à l'aller, les deux équipes avaient fait match nul et donc pour cette fois-ci, la SOTR a bien démarrer donc la partie d'entrée là et ils ont infligé 2-0 au robot rouge qui en deuxième mi-temps vont essayer donc de réagir pour réduire le score. Maintenant au même moment cette défaite de Dito conjuguée donc à la victoire de Gomido de Palibé qui était au trousses du club de l'armée et donc Gomido n'a fait que profiter de cette situation là dans son derby face à Kotoko de Lavier remporté donc par les Showboys 1-0. C'est un peu l'information dans cette poule A. On sait que derrière Dito, bien derrière Gomido et Dito, il y a quand même un peloton qui suit, trois équipes qui suivent là et qui sont derrière avec le même nombre de points. Je voudrais parler de l'Entente de Dlomé, de l'AS OTR et puis maintenant de l'AS Togoport. L'Entente 2 et Togoport qui ont fait match nul
0 but partout. Et voilà, avec cette victoire donc de l'OTR vient se greffer entre les deux. Et donc, ça veut dire que ça va se jouer les 3 dernières journées. Parce que là, c'est des gros matchs qui attendent véritablement, que ce soit Gomido, Dito ou encore l'entente de SOTR ou encore Togoport. Maintenant, en bas du tableau, oui, il y a quand même Bolesou, il y a Ange et puis Kotoko de la Vieille. Il faut dire que ce n'est pas encore fini pour ces 3 formations, parce que même si Kotoko est aujourd'hui le dernier de la poule A avec 5 points et que juste devant il y a Ange qui a 7 points, vous comprenez que si lors de la confrontation directe entre Ange et Kotoko, que si ce sont les coqs qui l'emportent, vous comprenez là que la dernière place va revenir à Ange de Noche. Donc c'est un peu ça. Maintenant dans la poule B, on peut dire que les jeux sont en train d'être faits. Il y a quand même le leader Rasco qui a 6 points. De plus que son dauphin ASK, les deux se sont affrontés hier dans leur derby de la Causette. Comme une fois encore, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match. Les deux équipes ont quand même finalement habitué. Ils ont finalement habitué donc le public sportif à ce score-là, c'est-à-dire un match nul. Et à la phase allée, c'était 0 but partout. Ici, maintenant, ils ont fait 1 but partout et il reste toujours donc les 2 premiers de cette poule. Maintenant, ça se joue, la 3e place se joue entre Unisport de Sokodé et l'AS Bina de Pagoda. Vous savez, avant cette journée, c'est l'AS Bina qui était 3e. Mais là, donc, après cette 11e journée, les académiciens de Kouloundé ont battu les Cornes par 2 buts à 0. Donc, il leur a ravi la 3e place. Et donc, pour le moment, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, donc vous comprenez que c'est ASCO, ASK et puis la formation d'Unisport qui seront qualifiés pour les playoffs. Mais comme on le disait, il reste encore 3 bonnes journées, et donc tout peut quand même arriver dans ces 3 journées-là. D'accord, vous allez souffler un instant. Alors Jaguar, Grégoire a essayé donc de décrypter un peu la situation dans les 2 poules, mais je voudrais m'attarder sur une situation, c'est on va dire dans le nord, où Unisport a débuté vraiment difficilement, et après donc avoir chassé, on va dire, l'entraîneur, après avoir démis le staff et tout consort, aujourd'hui on semble croire que c'était la solution à la crise qui sévissait là. Écoutez, quand dans ce genre de situation, et que un nouvel entraîneur vient et tantôt il commence par un match nul, un match nul à jouer, et après victoire et tout, on peut dire, on peut se dire que peut-être c'était le coach qui était là, qui faisait pas tellement aussi l'affaire. Mais n'oubliez pas que le nouvel entraîneur aussi a été chassé quelque part. Vous voyez, donc on peut dire que c'est une situation inverse là qui se présente. Maintenant, pour moi, en tant qu'analyste, je dirais qu'à un moment donné, le club, les académiciens ont compris à un moment donné qu'il faut mettre la balle à terre, et voilà, vous savez, l'honorable qui est le président de ce club-là, l'honorable Machout, c'est une personne qui a une large écoute, vous savez. Autour de lui, il y a quand même certains jeunes là qui maîtrisent un peu la matière. À un moment donné, je pense que c'est ça qui a été le déclic. Et quand vous voyez l'arrivée d'un nouveau coach, je peux dire que c'est un ancien nouveau, puisqu'il est déjà passé, il était déjà dans ce staff-là, et qu'un soir, on nous dit qu'à l'entraînement, on chasse mon frère Mousoudien, qui aujourd'hui, au niveau de Ifodje, qui tardait difficilement même à rentrer dans le camp adverse des équipes qu'il rencontrait. Aujourd'hui, quand vous voyez Mousoudien en train de coacher l'équipe d'Ifodje, vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était
à Unisport. C'est là où je dis ce n'est pas un problème de coaching, mais plutôt c'est un problème organisationnel et ils se sont compris et voilà, les résultats sont là. Et que ça serve aussi de leçon à tous les autres clubs. Quand vous voyez Unisport avec tous ces jeunes joueurs que Unisport a aujourd'hui, vous savez, le plus jeune joueur de Unisport a 16 ans. 16 ans. Il a 16 ans. Oui, voilà, c'est en temps 2. Il fut un joueur d'entente 2 qui a rejoint les académiciens. Il faut savoir qu'il y a un projet derrière tous ces jeunes-là. C'est pourquoi je parle aussi de l'expérience ou bien de cette vision de l'honorable Machoud. Maintenant, en bas du tableau, au niveau de la poule A, où nous voyons, comment vous appelez, mes amis des lacs, Bolossou. Personnellement, c'est la déception pour moi pour ce championnat. Bolossou, avec l'arrivée du duo Maître Akerebourou et Firmin Ajavon, les 2 saisons passées, vous avez vu que c'est un club qui essaie de titiller un peu le haut du tableau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu rencontré le vice-président de Bolossou à Palimé. Je lui ai posé cette question, il n'a pas pu répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'il faudrait qu'on aille aussi à l'école du sport de l'autre côté d'Anéro. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors Grégoire, on va quand même s'intéresser à un club d'à côté là, c'est les Semo. Les Semo qui ont dû faire venir Kekbalo. Peut-être que ça sera aussi le déclic là-bas. Oui, le déclic, oui, ça a même commencé par ce match-là de la 11e journée face à Kakadel de Felbou. Vous savez que le problème a commencé par justement cette rencontre-là de la phase aller entre les 2 équipes, Kakadel et bien Semassi. Et Kakadel avait remporté par 2-1. Vous savez que ce match n'était pas allé à son terme pour cause donc d'incidents. Maintenant, Semassi a traversé quand même une situation pas du tout facile, une situation compliquée justement pour les guerriers de Tchaoudjo parce que Semassi n'arrivait même plus à faire match nul, ce n'est que des défaites. Maintenant là, on a essayé donc de trouver quand même une solution en faisant venir Kebalo Kwadjovi qui est donc allé en milieu de semaine prendre cette formation et donc il a su quand même mettre en place une équipe, un schéma tactique qui a permis justement aux guerriers de Tchaoudjo de l'emporter par 2-1, même si ça n'a pas été facile parce que c'est Kakadou qui menait depuis la 42e minute par 1-0. Il a fallu attendre les derniers instants de ce match, la 83e minute pour voir l'égalisation et ensuite dans le temps additionnel, 93e minute, ce deuxième but marqué par Goro Ashraf qui a d'ailleurs réussi un doublé donc dans ce match. Donc je me dis que oui, quelque part on est en train donc de stopper l'hémorragie, mais est-ce que cette hémorragie-là est véritablement stoppée, est définitivement stoppée? C'est la grande interrogation. Oui, Kegwalo est arrivé, oui, il y a une victoire, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant continuer à enchaîner pour quand même essayer de quitter cette zone de turbulence. Quand on apprend que Semassi, l'un des grands clubs du Togo, est pratiquement aux portes de la relégation, vous comprenez que là, on parle donc de Semassi de Sokodé. Et quand on parle de Semassi, c'est une référence dans le football togolais. Donc je me dis que oui, cette victoire permet finalement, ou bien va permettre donc aux dirigeants et au staff et aux joueurs ou bien également aux sympathisants de réfléchir véritablement sur la vie de cette équipe-là. Parce que oui, il y a quand même des dirigeants, ceux-là qui ont quand même cette volonté d'aider, de permettre à ce club. Mais quand on apprend qu'il y a 2 mois, 3 mois d'arriéré, mais je me dis que c'est un problème. Parce que oui, un joueur, ça s'entretient. Un joueur, c'est comme une femme, quand vous l'engagez, mais si vous ne la nourrissez pas, comprenez que d'un jour au lendemain, il va vous quitter, elle va vous quitter. Donc, un joueur, c'est la même chose. C'est également le problème du côté de Kotoko de Ladier. Oui, quand vous voyez un peu cette équipe jouer, ce sont des joueurs qui ont la volonté de faire quelque chose. Hier, face à Gomis de Palimé, moi, j'ai vu une équipe qui a cette détermination, oui, cette envie de mieux le faire, mais ils sont limités parce que
sur le plan organisationnel, ce n'est pas véritablement ça. On n'a pas de dirigeant. Donc, comprenez que c'est difficilement qu'on arrive à subvenir aux besoins de ces joueurs-là. Et vous voulez que les joueurs se donnent à 90 ou à 100% quand ils ont faim, mais ils ne peuvent pas se donner. Donc, je me dis que c'est Massi de Sokode et du côté de Kotoko, il va falloir trouver quand même de la solution. Je crois qu'on est en train de trouver cette solution-là. On a cherché quand même à avoir un entraîneur. Maintenant, il faut véritablement motiver les joueurs, il faut les intéresser, il ne faut pas les laisser mourir de faim parce que s'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas se donner totalement sur le terrain. Dans tous les cas, c'est le football, quelqu'un va devoir tomber et quelqu'un va devoir passer, quels que soient les moyens qu'on y mettra. Ah oui, mais vous savez, c'est en début d'émission, je l'ai dit que c'est vraiment un plaisir de retrouver le doigt. Ce qu'il faut retenir, il a déjà dit, pour ce football-là, les joueurs, il faut les entretenir. Moi, je dirais, l'entretien doit être général. C'est-à-dire, cette discipline-là, que le football, doit être vraiment entretenu. Pour qu'un jour, qu'on soit aussi au sommet quand même de l'Afrique. D'accord. Il nous reste donc 3 journées donc, pour finir cette saison. Donc nous pourrions... Non, mais pas pour finir la saison, mais pour finir donc, la saison régulière, puisqu'il reste les playoffs. Et cette fois-ci, il faut rappeler que c'est 3 équipes qui seront retenues. Et là, il n'y aura plus élimination directe, mais donc c'est un super championnat avec 10 journées, c'est-à-dire 5 journées à la phase aller, 5 journées à la phase retour. Oui. Et donc là, à l'issue donc de ce super championnat, et le premier sera sacré champion. Et s'il n'y a pas Coupe du Togo, je ne sais pas s'il y aura cette compétition-là, parce que jusqu'à présent, rien n'est organisé. Donc s'il n'y a pas Coupe du Togo, comprenez que le deuxième sera vice-champion et va représenter le Togo. On va quand même s'intéresser à ces playoffs-là. 3 équipes, est-ce que ça fait du bien quand même pour ces clubs? Non, mais je crois que c'est la meilleure option. C'est la meilleure option parce que c'est 8 équipes, on ne peut pas prendre 5 équipes pour aller disputer les playoffs. Donc la fédération a jugé bien et puis c'est pour, justement, c'est par rapport quand même au nombre de matchs, parce qu'il y a également le temps, donc il faut voir véritablement ce temps-là. Vous savez que très bientôt, nous allons rentrer en avril et qu'il y aura la Coupe de l'Indépendance. On se dit que c'est à partir des quarts de finale. Vous comprenez que les 4 premiers de chaque poule vont donc disputer cette Coupe de l'Indépendance. Il y a également d'autres compétitions qui sont là. Donc je crois que c'est pour cela qu'on a quand même essayé de limiter un tout petit peu à 10 journées. Peut-être que c'est là aussi également qu'on pourra voir le visage de certains clubs, d'autant plus que les clubs du Sud n'ont joué qu'entre eux, les clubs du Nord n'ont joué qu'entre eux. On semble ne pas quand même avoir assez de, je sais pas, on semble avoir de prestations ou de niveau de match quand il s'agira par exemple de Dito contre Asco, et quand il s'agira de ASK contre Gomido par exemple, qu'est-ce que ça pourra donner? Ah oui, vous savez, on parle de championnat national. Oui. Donc, voilà, on parle de championnat national. Il faudrait qu'à un moment donné, ceux du Sud jouent contre ceux du Nord, ou bien ceux du Nord jouent contre ceux du Sud. Donc moi je pense que la formule est quand même appréciée. Il faut quand même jeter des fleurs à la fédération pour quand même cette formule, parce qu'on était quand même un peu gêné par rapport à la formule de l'année passée. Mais c'était aussi à cause de la pandémie, à coronavirus, et puis de la crise sanitaire là. Donc on adapte et on y va. Et je pense que lorsque Covid et ces corollaires là passeront, on jouera véritablement le championnat national. Voilà, donc c'est ce qu'on pourra dire sur ce championnat. On y reviendra forcément parce que là nous avons encore 3 journées donc devant nous, comme nous le disons, pour la saison régulière, et après donc les playoffs, il y a encore des matchs à disputer. On va s'intéresser donc à l'autre compétition qui a retenu pratiquement tous les fanats du football, les amoureux du football tout le week-end. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le temps de suivre la petite finale. J'ai juste appris du score qui a été un peu dégueulasse, mais Dieu merci que le pays organisateur est revenu quand même pour pouvoir monter sur ça montre que vous êtes Camerounais.
C'est le pays organisateur. Le pays organisateur, mais c'est vraiment une obligation. L'Égypte en 2019 a organisé, mais a été battue en quart de finale par l'Afrique du Sud. Messieurs, allons-y directement. La finale a donc opposé l'Égypte de Mohamed Salah au Sénégal de Sadio Mané. On va dire Liverpool qui se retrouve en Afrique pratiquement, Grégoire Atignon. Oui, Liverpool qui se retrouve en Afrique et les deux équipes se retrouvent également en finale. C'était donc là la beauté un tout petit peu donc de cette finale-là. Et ça a été âprement disputé. On a vu quand même une équipe du Sénégal qui a dominé durant la majeure partie c'est cette finale-là. Et vous savez, on parle donc d'une finale. Ce n'est pas la finale, ce n'est pas du beau jeu. Oui. Parce que là, il faut forcément quand même que quelqu'un gagne et qu'il faut que quelqu'un reparte avec le trophée. Donc on n'attend pas forcément quand même du beau jeu. Oui, le beau jeu, s'il y a ce beau jeu-là, c'est vrai, c'est pour le plaisir, c'est pour le spectacle. Mais véritablement, ce n'est pas ça. Et donc hier, on a vu une équipe du Sénégal qui quand même avait cette envie parce que c'est la troisième finale que le Sénégal disputait. Les deux premières éditions n'ont pas été donc fructueuses. En 2002, le Sénégal avait été battu au tir au but par le Cameroun. En 2019, c'est l'Algérie qui bat donc le Sénégal. Et donc, vous comprenez que c'est la troisième finale. Et véritablement, tous les Sénégalais avaient pour quand même objectif de repartir avec le trophée. Il se dit que c'est peut-être que c'est l'année du Sénégal. Et véritablement, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est vrai que d'entrée, ça n'a pas été du tout facile avec ce penalty raté par Sadio Mané. Et ensuite... Si vous permettez, nous avons quand même pu télécharger les images avec nos confrères de Bisport. Donc, si avec ces images déjà on peut nous habiller, ça nous permettrait de remontrer un temps soit peu les temps forts de cette compétition. Voilà, et donc ce pénalty-là est intervenu. Et Sadio Mané qui s'est dirigé vers le ballon. On a vu un tout petit peu de spectacle, le spectacle qui a entouré ce pénalty-là. Mohamed Salah qui s'est dirigé vers son gardien pour lui filer un tout petit peu le secret. Et puis Mané qui va vers lui, le gardien lui dit il faut être sûr que je vais tirer ici. Je vais tirer ici. Et véritablement, le portier a été intelligent. Il a suivi, donc il a arrêté le tir. Maintenant, ce que moi j'ai apprécié chez Sadio Mané, c'est le mental qu'il avait. C'est vrai que vous savez, étant quand même un grand joueur, surtout quand on parle de finale, que vous ratez ce genre de situation, ce genre d'occasion, si mentalement vous n'êtes pas fort, si psychologiquement vous n'êtes pas en forme, vous pensez, il faut savoir que vous n'allez plus exister dans cette finale-là. Mais quand même, on a vu un Sadio Mané costaud, véritablement costaud. Il a quand même prouvé dans ce match à plusieurs reprises. Il a porté donc le danger dans le camp égyptien. L'Égypte, comme face à la Côte d'Ivoire, comme face au Maroc, comme face au Cameroun, a été toujours attentiste, laissant l'adversaire faire le jeu et procéder par des contres. C'est ce que cette équipe égyptienne a encore essayé de faire hier, et jusqu'à cette épreuve ou bien cette séance des tirs au but, mais finalement qui a été fatale à l'Égypte, parce qu'il se dit que depuis 1984, l'Égypte n'a plus perdu dans la séance des tirs au but, mais en tout cas, cela a été stoppé par le Sénégal grâce à un certain Edouard Mendy qui a arrêté donc ce tir-là, et puis qui est également le dernier tir de Sadio Mané. Cette fois-ci, il ne l'a pas raté. Il a mis au fond. C'est ça qui a permis. Vous voyez un tout petit peu, il allait passer de héros en zéro, mais il a quand même prouvé sur le terrain qu'il reste quand même cette star-là de cette équipe sénégalaise, celui-là sur qui tout le Sénégal pouvait compter, et véritablement on a compté sur lui, parce que sur le dernier tir, après avoir raté donc son pénalty dans le jeu, il lui a été difficile d'aller et jouer donc ce cinquième tir, mais il a quand même eu le soutien de ses coéquipiers qui se sont dirigés vers lui pour lui dire Mané, Sadio, c'est à toi donc de nous donner cette qualification, cette victoire-là, ce sacre, parce qu'on compte sur toi, il faut le faire, nous comptons sur toi, tu peux le faire pour nous, et véritablement avec ce soutien-là, cette confiance donc de ses coéquipiers, il a transformé le tir, et c'est ça qui a amené donc le sacre pour le Sénégal. Jaguar, on a quand même vu les temps forts de ces matchs-là, où on a quand même tous suivi les matchs. On a vu quand même que dans le jeu,
outre le pénalty raté de Sadio Mané, le Sénégal semble avoir eu quand même assez d'occasions, des occasions qui n'ont pas été concrétisées. Ah oui, vous savez aussi quand même sur ce match, le Sénégal était quand même au-dessus de l'Égypte en termes d'occasions créées. Quand on prenait déjà la toute première minute quand même de ce match-là, avec ce pénalty raté, les occasions quand même qui ont suivi ce pénalty raté, je crois que on sentait, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, il y a quand même un mental costaud au niveau de cette équipe de la Teranga, des Lions de la Teranga, qui malgré que la star du moment n'a pas pu quand même concrétiser le penalty, était quand même resté soudé. Mais on avait l'impression qu'il était un peu agité, il était beaucoup plus agité là. Et vous savez, dans ce genre de situation, c'est le refoulement. À un moment donné, il faut se laisser aller. Il faut refouler quand même cette tension-là qui planait. La pression qui était quand même sur lui. Donc, ces gestes, en mobilisant les autres, il se mobilise d'abord et remobilise maintenant la troupe, ses coéquipiers. C'est comme un commandant qui amène toute une bataille à la guerre et au front qui reçoit une balle, vous savez, il ne doit pas pleurnicher, mais plutôt montrer quand même à cette bataille-là que je n'ai pas volé mon poste, je suis capable, on doit aller, soyons soudés. Et c'est ce que les Sénégalais ont quand même fait. Et moi, ce qui encore m'a impressionné durant tout ce match, c'est le calme d'Edouard Mendy. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir, mesure-t-il quand même l'ampleur de ce match? Le jeu n'était pas inquiété et franchement, à un moment donné, je me suis dit, quel que soit l'issue de ce match, le Sénégal sortira vainqueur. À un moment donné, on s'est dit, vous savez, avec l'Égypte, quand vous allez quand même dans la séance de tir au but, c'est que vous n'avez pas de chance. C'est ce qu'on se dit. Oui, voilà. Et les commentateurs même, de ceux qui ont quand même le droit de ces matchs-là, d'image, n'étaient même pas sûrs. Parce qu'on se disait, il faudrait qu'à un moment donné, même que ce soit vers la fin des prolongations, que le Sénégal puisse marquer quand même. Sinon, si le Sénégal ne met pas un but, c'est que dans les séances de tir au but, on revient encore en Afrique de l'Ouest avec des pleurs. Voilà. Mais j'ai vu que Mendy se disait, même si c'était au tir au but, il est là pour ça. Et tenez-vous bien, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly et Sarr et Mendy n'avaient pas quand même commencé cette compétition. Remontez un peu en 2019 où les trois, non plutôt les deux, le capitaine et Mendy avaient quand même commencé la compétition mais n'avaient pas terminé. Oui. Mais cette fois-ci, ils n'avaient pas débuté contre de Corona, mais aujourd'hui, ils sont champions. Vous voyez quand là, des fois, les situations de la vie se renversent, sachez lire entre les lignes plutôt, et le Sénégal n'a pas quand même volé son titre, mais par contre, l'Égypte aussi n'a pas démérité, parce que quand vous jouez un match, et de cette envergure-là, et que c'est au tir au but, parce que ce sont des séances fatidiques, tout peut arriver. Tout peut arriver. On a vu les Messi rater des pénaltys. On a vu les Cristiano Ronaldo, les Ronaldinho et tout ça. Les grands stars que nous connaissons, les Platini et autres, qui ont quand même raté des pénaltys à un moment donné de leur carrière. Si aujourd'hui, le sort est tombé sur l'Égypte, nous ne pouvons que les du courage, les encourager. Puisque c'est pas fini. Dans quelques mois, moi je parle toujours de la CAN pour la suite quand même de la qualification pour le mondial. Je me dis, il y aura match, mais je ne compte pas trop sur le Sénégal. Puisque vous savez, j'ai oublié un peu le nom de la star égyptienne, Mo Salah. Vous savez, il a été quand même piqué. Et je crois qu'il va renvoyer l'ascenseur
lors de la double confrontation. De la double confrontation pour... je pense qu'il commence le 24 mars. On va quand même s'intéresser à une partie du développement de Jaguar. Lorsqu'il parle de l'Égypte, on n'a pas quand même vu l'équipe développer, provoquer le Sénégal dans sa surface en tant que tel, mais plutôt on semble croire qu'on attendait justement la séance des tirs au but parce que le match semble être joué à 90% par le Sénégal. Gabaski. Non, je je l'ai dit tout à l'heure que selon les informations, depuis 1984, l'Égypte n'a plus perdu dans la séance des tirs au but. Donc, tous ceux qui affrontaient donc l'Égypte dans cette épreuve-là ont toujours échoué. C'est vrai, on l'a déjà vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte face à la Côte d'Ivoire, l'Égypte a endormi la Côte d'Ivoire tout au long donc de la rencontre pour aller aux tirs au but et finalement l'emporter. Face au Cameroun en demi-finale, c'était pareil. Donc, on se disait que ça va être compliqué pour le Sénégal également dans cette épreuve de tir au but. Maintenant, ça dépend également des équipes et des joueurs. Mais là, ce sont les Sénégalais qui ont été plus adroits. Il y a quand même... ce tir-là que Edouard Mendy a arrêté, le quatrième tir qu'il a arrêté. Entre-temps, il y a un tir sur le poteau. Voilà, et donc c'est ça qui va avec le dernier tir donc, de Sadio Mané, c'est ça qui a permis donc, à cette équipe sénégalaise donc, de l'emporter. Mais quand on revient un peu dans la compétition, l'Égypte n'était pas citée parmi les équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a vu quand même le parcours de l'Égypte durant les éliminatoires et même durant les qualifications pour le barrage de la Coupe du Monde. Ça a été un peu difficile pour les Pharaons. Maintenant, dans cette compétition, un début difficile également, avec une défaite face au Nigeria. Ensuite, une victoire des Pharaons face à la Guinée-Bissau et puis une dernière défaite, une dernière victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et là, face à la Côte d'Ivoire, on se disait que les Ivoiriens allaient passer parce qu'on a vu quand même ce que la Côte d'Ivoire a fourni comme match face à l'Algérie. Donc, on se disait que ce n'est pas l'Égypte qui pouvait quand même arrêter cette équipe ivoirienne, mais ça a été le contraire. L'Égypte n'a pas tellement joué dans ce match, mais a tout fait pour quand même se qualifier. Et au fil des matchs plutôt, on voit quand même cette équipe égyptienne évoluer petit à petit jusqu'à cette demi-finale face au Cameroun, où surtout la première mi-temps était dominée par les Lions indomptables, mais finalement en deuxième période et dans les prolongations, ça a été géré par les deux équipes. Et dans cette épreuve également, où le portier Gabaski a sorti le grand jeu en arrêtant 2 tirs d'abord et en poussant Clayton Ndjé à mettre son ballon dehors. Voilà un peu. Et donc, avec toute cette forme-là de Gabaski, Abdel Gaba, Abdel Gaba alias Gabaski. Et avec toute sa masse, quand il est dans le but, vous sentez déjà que c'est un gardien qui est sûr de lui, surtout dans cette épreuve de tir au but. Et hier, surtout dans le match avec ce penalty raté par Sadio Mané, je me disais que si le Sénégal va au tir au but, ça va être compliqué. Mais arrivé un moment, je me disais que le Sénégal aussi peut jouer son jeu à travers donc cette épreuve des tirs au but et surtout avec ce tir arrêté par Edouard Mendy. Et là, je me dis que là où ça se présente, je ne vois pas Sadio Mané rater ce tir-là. Et c'est ce qu'il a fait. Et Mohamed Salah, qui était prêt à envoyer le 5e tir égyptien, n'aura plus donc cette opportunité de le faire parce que oui, le match a fini avant donc son tir. Voilà donc ce qu'on peut dire. Le Sénégal également, ça a été également le parcours du Sénégal dans cette compétition. Un début difficile avec une victoire étriquée sur le Zimbabwe et puis match nul face à la Guinée, match nul face au Malawi et puis en huitième de finale ça a été difficile également face au Cap-Vert et qui ont été d'ailleurs réduits à 9 pour finalement voir cette équipe sénégalaise l'emporter 2-0. Maintenant en quart de finale face à la Guinée équatoriale, cette équipe guinéenne a également bousculé un tout petit peu le Sénégal, mais avec beaucoup d'expérience. Les Lions de la Teranga ont su tirer leur épingle du jeu. Maintenant, c'est en demi-finale qu'on a véritablement vu le Sénégal dérouler, le Sénégal faire son match, parce qu'en face, il y avait également le Burkina Faso qui n'a pas fermé le jeu, qui a aussi ouvert le jeu parce que voulant aussi aller en finale. Et donc, c'est là on a vu quand même le Sénégal hausser un tout petit peu le niveau et pour finalement l'emporter et également dominer l'Égypte en finale. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on peut retenir du parcours
parcours de ces deux formations. C'était compliqué au début, mais vers la fin, on a quand même vu ces deux formations. On va peut-être quitter donc la confrontation entre ces deux équipes et parler d'autre chose, mais quand même on pourrait évoquer également ce sujet qui a défrayé la chronique, l'évian, la bouteille d'eau, voilà, la bouteille d'eau de Gabaski. Alors, que peut-on savoir, que peut-on comprendre de ce que c'est concrètement? Écoutez, ce sont quand même des astuces au niveau de ces disciplines-là. Ce n'est pas nouveau. Et les gens l'ont utilisé sous d'autres formes. Des fois, vous voyez, c'est sur, comment vous appelez là, les trucs que les kinés utilisent pour... les bandes. L'élasto. Voilà, c'est sur ça. Des fois, quand vous voyez, nous-mêmes, nous l'avons quand même utilisé, quand on était quand même à Abidjan, quand il y a quand même des informations qu'il faut quand même passer. Des fois, même, c'était sur des bouts de papier qu'on essayait, ou bien voilà, le staff technique essayait d'écrire, donner des informations entre quand même les joueuses, elles essayaient de lire et de se passer. Donc ça, ce n'est pas quand même nouveau. Jusque sur ce match, nous avons vu le grand El Hadari, même c'est lui qui est venu remettre l'instigateur même de ces scénarios que nous avions quand même vu. C'est lui qui a préparé tout ça. Ce n'est pas Gabaski, mais quand même c'est son entraîneur qui a essayé de commater, de chercher quand même des informations de part et d'autre, et ça a quand même marché. Ça a marché à un moment donné. Vous avez vu que les deux premiers tirs, il avait quand même suivi jusque c'était son départ de la ligne. Le départ un peu lent. Voilà, vous allez rater la balle, surtout quand c'est bien frappé. Effectivement. Et l'histoire aussi nous a montré que ce n'est pas ça ne vient pas de l'Afrique, ou bien comme on le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ces scénarios-là ne viennent pas quand même de l'Égypte. Il y a quand même d'autres gardiens, d'autres équipes qui l'ont déjà fait, que ce soit en Europe, en Angleterre ou en Allemagne. Et ça se fait. Jusque sur ça et sur ce match, et c'est le grand El Hadari. Moi c'est lui, c'est lui, l'événement même, c'est cette personne là, parce que on peut se dire, pouvait passer cette information peut-être au vestiaire, ou lorsque les équipes étaient là pour se préparer pour cette séance là, ils pouvaient quand même passer les informations même quand le gardien est sur l'aire de jeu, il pouvait aussi passer cette information. Mais il a voulu le faire autrement. Ça a créé le buzz. Et c'est aussi ça, la beauté du football. En tout cas, Jaguar a dit quelque chose tout à l'heure. Ce n'est pas l'Afrique qui a créé cela. Et puis, ce n'est pas également dans cette finale. Il faut dire qu'en demi-finale également, ils l'ont fait. Gabaski l'a fait. Ils l'ont fait. Ça vient quand même de l'entraîneur des gardiens, puisque le joueur ne va pas garder cela. Donc, et avant la séance, il lui remet. Et donc, lui, il observe avant d'aller dans le but, si le tir l'adversaire s'apprête à faire son tir. Donc, lui regarde seulement et lui prend sa position. Donc, c'est ce qui se fait. Maintenant, ça, ce n'est pas la première fois. Ça s'est déjà passé, surtout en France, lors des compétitions. On voit sur le gobelet ou bien les bouteilles d'eau, on écrit même donc les noms des joueurs, c'est-à-dire que là où ils doivent tirer, et on a vu, c'est ce que on a essayé de faire du côté. Donc il n'y aura pas de sanction par rapport non, en fait, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à... Non, mais c'est parce que c'est une manière pour eux de mieux préparer le gardien par rapport à... Et ça n'a rien de mystique également? Non, il n'y a rien de magie dedans. Non, mais écoutez, il n'y a rien de magie dedans. Donc, c'est juste des techniques mises en place par les entraîneurs des gardiens pour permettre justement à leurs gardiens d'anticiper sur les tirs. Et donc, là, il faut dire que lorsque Mané devait tirer son penalty dans le jeu, en ce moment, il n'avait pas la bouteille. Apparemment, c'est pourquoi Salah est parti. Ça allait lui filer le... Voilà ce que je connais très bien Mané. Je sais comment il tire. Il faut aller de ce côté et tu vas prendre son tir. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et donc, il n'y a rien
rien de... Il n'y a rien d'alarmant dans cette histoire. En tout cas, c'est sa stratégie à lui, c'est sa stratégie, c'est une stratégie qu'il a révélée, qu'il a ramenée, et ça fait beaucoup le buzz. Les gens t'envoient des messages. Est-ce que la commission pourrait statuer sur cette situation? Est-ce qu'on pourra le pénaliser? Il dit bon, dans tous les cas, ça c'est quand même c'est rien de grave, c'est rien de grave dedans. Alors, on va partir maintenant dans les alentours pour vivre dans les accablures donc des terrains pour vivre la CAN autrement. On va quand même s'intéresser d'abord au pays organisateur. On semble croire qu'il a failli de peu que le Cameroun sorte par la petite porte. Sinon, 3-0 jusqu'à égaliser et l'emporter. Je me dis que c'est dame chance là. Dame chance, non, moi je ne dirais pas que c'est dame chance. Vous savez, quand vous maîtrisez un peu cette discipline-là, dites-vous que tout est possible. Vous savez, il y a eu une finale de la Champions League, le Milan c'est Liverpool. Milan c'est Liverpool où on menait Liverpool 3-0, je crois, avant le mi-temps, et au retour, la vapeur a changé, et puis voilà. Et donc, pour le cas du Cameroun, vous savez, l'entraîneur c'est Conceição Sao, non, c'est ça? Conceição Sao. Voilà, Conceição Sao. Qui, je ne l'ai pas compris, qui en début de match a mis quand même les gros morceaux, comme on peut le dire, au banc. Et je ne sais pas s'il est venu, peut-être juste pour jouer et puis et rentrer. Et j'ai vu les Aboubakar qui étaient quand même au banc. J'ai vu Choupo-Moting qui, lui, on l'a même relégué au second plan et qui aujourd'hui a décidé de ne plus revenir en sélection si c'est toujours Conceição qui est là. Vous savez, et au cours aussi de ce match, il y a eu le Burkinabé qui à un moment donné ont cru qu'avec les 3 buts qu'ils ont marqué, que le Cameroun ne pouvait plus renverser la vapeur, mais ils ont oublié que vous jouez chez le Cameroun, vous jouez devant le public camerounais, où le pays organisateur, le Cameroun, avec tout ce qu'ils ont injecté dans cette organisation-là, et je crois qu'à un moment donné, il faut se poser des questions et ne pas péter la grosse tête, parce que c'est ce qui est arrivé. Quand je vois le premier but camerounais, le deuxième et le troisième but camerounais avec des sorties pas possibles du gardien burkinabé, je me suis dit, à un moment donné, les Burkinabés ont pensé que le match était plié. Mais dans un match de football, tant que l'arbitre ne siffle pas la fin, il ne faut pas penser que le match est plié. Voilà ce qui est arrivé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Burkina est rentré à la maison sans quand même cette médaille de bronze-là. Ils ont démérité, selon moi, le Burkina a démérité sur ce match. Parce qu'en face d'une grande nation comme le Cameroun, où vous arrivez à mettre 3 buts en première mi-temps, il fallait faire tout et tout. Comme l'a dit quelqu'un ce matin sur un plateau, ne pas céder, peut-être aller à ce système que nous appelons au Togo, système Tianilé, pour pouvoir quand même conserver, je le salue de passage, le joint, où il fallait quand même conserver ce but, cette avance-là qu'ils ont. Mais ils ne l'ont pas fait et ils n'ont que les yeux pour pleurer. Le Cameroun a quand même arrivé à monter sur le podium à la 3e place, je veux dire. Ça va un peu faire mal au président de l'Africa Foot, ça va faire un peu mal à Paul Biya. Bon, en fait, au départ, leur objectif c'est de remporter le trophée. Et quand vous voyez un peu le parcours du Cameroun, le Cameroun n'a pas eu à affronter une équipe parmi les 10 premiers. Sur le plan africain. Et donc le Burkina Faso, oui, il y a quand même le Burkina Faso, mais l'Éthiopie, le Cap-Vert, et puis en 8e de finale, le Cameroun a affronté les Comores. En quart de finale, c'est la Gambie. Et ce n'est qu'en demi-finale
que le Cameroun a rencontré un gros morceau. Et quand le Cameroun a affronté ce gros morceau, nous tous on a vu le résultat. Moi je suis d'accord qu'on dise que oui, le Cameroun évoluait à domicile et que le Cameroun a quand même cette envie d'aller loin. Ce n'est pas parce qu'on évolue à domicile qu'il faut aller loin. En 2017, le Cameroun n'a pas évolué à domicile, mais a remporté donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut véritablement se mettre au travail. C'est vrai, quand vous voyez un peu cette équipe jouer, il y a quand même la fougue, parce que oui, on évolue à domicile, donc il y a quand même des milliers de spectateurs qui vous poussent à la victoire. Et donc vous avez quand même cette volonté, cette envie de bien terminer la compétition. C'est ce que le Cameroun a essayé de faire. Maintenant, dans ce match-là, moi je me dis que le Burkina a péché par naïveté. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont péché par naïveté, du staff technique jusqu'aux joueurs. Il y a quand même chacun a sa part de responsabilité. Vous menez par 3-0 à la 72e, 75e minute et que subitement on se met à réduire et puis à égaliser les 3 buts. Mais attention, on parle quand même d'une grande compétition. C'est vrai, je ne refuse pas, le Cameroun reste également une grande équipe, mais il ne faut pas commettre ces bêtises-là. Et ce sont ces bêtises, surtout avec l'entrée en jeu de ce deuxième, de ce troisième gardien qui vient offrir des cadeaux à l'adversaire. Et comprenez que ça fait mal. Moi, ce que je reproche au staff, c'est que vous meniez par 3-0 et que l'adversaire a eu à réduire le score. Il faut rapidement essayer de changer de système. Il faut bloquer le milieu du terrain, il faut renforcer la défense. Ce qu'ils n'ont pas fait, et là, les Camerounais ont su profiter justement de cette situation, de cette faille, pour quand même essayer de réduire et puis d'égaliser et d'aller remporter donc la 3e place au tir au but. Ce n'est pas la première fois que le Burkina commet une telle bêtise. Déjà en 98, la Coupe d'Afrique des Nations organisée justement par le pays des hommes intègres, le Burkina a disputé le match de classement face à la RDC. Le Burkina menait par 4-1 à la 85e minute. Vous imaginez, 85e minute, le Burkina menait par 4-1. Mais à la 90e minute, le score était de 4 buts partout. Et la RDC a gagné au tir au but 4-1. Vous comprenez? Donc, je me dis que le Burkina n'a toujours pas appris donc, que quand on joue un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, mais le match n'est pas fini. Et il y a un adage qui dit qu'un Allemand n'est jamais battu si ce n'est qu'au coup de sifflet final. C'est-à-dire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, même quand vous menez l'Allemagne par 100-0, mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, ne savourez pas votre victoire. Et donc c'est ce que les Burkinabés, ils ont trop tôt célébré la victoire en oubliant l'essentiel. L'essentiel c'était de bien finir le match. C'est ce que le Cameroun a fait. Et donc ça fait que le Cameroun monte sur le podium. Et donc c'est quand même bien pour le pays organisateur de quand même figurer parmi les trois premiers donc, de cette compétition. D'accord, on va quand même parler des retombées, des ristournes de cette CAN-là pour le Cameroun. Aujourd'hui, on a les stades, aujourd'hui peut-être on a des hôtels, aujourd'hui on a peut-être des infrastructures. Cela pourrait aider à des compétitions à venir, cela pourrait relever le niveau des infrastructures dans le pays. Avant quand même de répondre à cette question, permettez qu'on jette quand même des fleurs à ce pays-là. Vous savez, sur le plan organisationnel, vous avez vu d'abord la cérémonie d'ouverture de cette CAN-là, avec la présence du président Paul Biya, le patriarche, comme on a l'habitude de l'appeler, malgré déjà son âge avancé qui était là. Vous avez vu tout le décor qui ont quand même entouré cette cérémonie d'ouverture. Vous avez vu avec la technologie haut de gamme des dernières générations que nous avions aujourd'hui avec ce fameux Lion 3D on a mis un fameux Lion 3D qui a vraiment émerveillé. Ça, en termes d'organisation, je crois que le Cameroun n'a pas démérité, même si dans le jeu, ce n'est pas le Cameroun qu'on connaissait, mais quand même sur le plan organisationnel, ils ont quand même frappé fort. Vous savez, moi personnellement, lorsqu'on doutait de la tenue de cette CAN à la 33e, je me disais quelque part la CAF ou la FIFA avait raison. Vous savez, le nord du Cameroun est instable. Et on me dit, quand vous prenez Bafoussam, vous prenez Garoua, c'est des zones plus proches quand même du Nigeria où il y a quand même des djihadistes. Des zones à risque. Des zones à risque. Mais quelqu'un me l'a dit, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui de Cameroun et de Douala pour me dire que même ces djihadistes-là sont venus suivre quand même le match. Ça dit que au moment, ça dit que il y a un mois
que cette compétition-là a duré. Il n'y avait même pas eu un seul pétard qu'on a lancé, que ce soit dans cette zone à risque ou dans la capitale. Donc sur le plan sécuritaire, vraiment, il faut saluer, parce qu'on se demandait, comme je l'ai dit, que ce n'est pas le Cameroun qui peut quand même réussir cette organisation. Ils nous ont déjoué, ils ont déjoué les pronostics, ils l'ont bien fait. Maintenant, revenons à votre question, ça m'a un peu échappé. Oui, les retombées. Les retombées. Avec cette politique de construction des infrastructures sportives du gouvernement camerounais, je crois que nos pays, en l'occurrence le Togo, doit quand même aller à l'école de cette politique d'infrastructure-là. Aujourd'hui, quand vous prenez tout le Cameroun est aujourd'hui entouré de stades. Et quand vous prenez le stade d'Olembe, le stade n'est pas encore fini parce qu'on a parlé d'un stade multisport. Où il y a quand même d'autres disciplines, d'autres compétitions qu'on peut dérouler. Voilà. Et quand vous prenez les autres stades aussi construits, c'est le même standard qu'on a utilisé. Juste que c'est le nombre de places qui diffère. Donc cette politique-là va hausser non seulement le niveau du football, mais aussi le niveau des autres disciplines sportives au Cameroun. C'est pourquoi je le disais, faut pas aussi qu'on attende à organiser une compétition avant d'aller construire des stades. Quand vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, aussi est en rénovation parce que la 34e se jouera dans moins d'un an si ça va tenir. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire aussi est en train de construire, mais je me dis ça c'est une mauvaise politique. Il ne faut pas attendre des compétitions avant d'aller construire. Il faut construire, préparer des gens, préparer déjà le terrain avant d'accueillir une telle compétition. Alors, Grégoire, quelqu'un me disait que c'est des dettes qu'on a encaissées, déposées pour des générations après générations qui vont payer des dettes et ça ne finira jamais. Oui. Quand on parle de... Moi, tout d'abord, en ce qui concerne l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a été sollicité depuis pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas celle de 2021 qu'on avait confiée au Cameroun. C'était la CAN 2019 qui avait été confiée au Cameroun. Maintenant, le pays n'a jamais été prêt pour organiser cette compétition. Ça fait que la CAF a cherché à trouver un autre pays d'accueil, ce qui a été l'Égypte. Et ensuite, le Cameroun a accueilli le CHAN en début d'année et passé, le CHAN. Et c'est là où on se dit qu'on peut véritablement finir le travail avant 2022 pour quand même permettre à la Coupe d'Afrique des Nations de se dérouler. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les travaux là ne sont pas finis. Les travaux continuaient quand on jouait. Et maintenant que la compétition est finie, je me demande quel entretien va-t-on donner à ces stades-là. Bon, c'est vrai, il y a quand même certains stades qui n'ont pas tellement, qui n'ont pas été aussi comme cela se doit. Quand on prend le stade de Djapouma, cette pelouse-là qui a été véritablement contestée, parce que oui, moi, quand vous voyez, on joue la pelouse qui s'enlève, ce n'est pas véritablement bien. Maintenant, c'est l'entretien. Comment est-ce qu'on va entretenir ces joyaux-là? On se rappelle, on voit ce qui se passe au Gabon. Après la Coupe d'Afrique des Nations, les terrains sont abandonnés. Ils sont devenus des brousses. Voilà un peu. Je me dis que qui parle de Gabon parle de Cameroun. C'est des pays qui se connaissent, ce sont des pays frontaliers. Maintenant, les retombées, oui, il y a quand même les infrastructures qui sont là, mais en dehors des infrastructures, quelle autre chose le pays a bénéficié dans l'organisation? Sur le plan touristique, vous savez, quand on organise... Oui, je parle tout à l'heure de l'entretien. Non, pour la retombée. Oui. Bon, mais puisque après les stades, vous avez dit que peut-être que les stades seront laissés, l'entretien et tout, et quelle retombée encore, c'est là où j'ai rebondi en disant, il y a encore d'autres retombées, puisque des gens aujourd'hui sont allés connaître Bafoussa, d'autres sont allés à Garoua, peut-être ils ont tissé des relations, des investisseurs sont passés par là, donc quelque part,
il y a quand même, voilà, une valeur ajoutée quand même à l'économie, même s'il y a des dettes. Même s'il y a des dettes, peut-être. Il y a des dettes. Il y a des dettes et c'est des générations après génération. Il y a des dettes, mais pendant ce temps, vous voyez un peu ce que gagnent les vainqueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez un tout petit peu. Eux, ils vont savourer donc cela, mais après, c'est le Cameroun qui va payer ces dettes. Et cette dette-là, reste à savoir si ces dettes seront payées. C'est également l'interrogation. Dans tous les cas, si nécessité, on reviendra donc sur ce sujet. On ne va pas quand même oublier, il y a pratiquement 8 personnes qui sont mortes lors de bousculades également. C'est justement au stade complexe sportif d'Olembe, ce qui a fait qu'on a suspendu le stade. Après tout, certains se sont inquiétés pour qu'on a délocalisé certains matchs seulement. La suspension a duré combien de jours? Combien de jours et tout ça là. Bon, c'est des détails, peut-être qu'on pourra y revenir dans nos prochaines émissions, mais permettez que les quelques minutes qui nous restent, qu'on puisse quand même élargir le débat sur le Togo. Nous avons tous suivi les matchs, la 33e édition de la CAN à la maison. Quelle leçon faut retenir et comment se relancer dans les jours? Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. En football, il n'y a pas de... Non, mais vous faites de la magie. La magie également, c'est limite. Il n'y a rien à faire. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est le travail. Vous travaillez, vous avez le résultat. Écoutez, regardez cette équipe du Sénégal. C'est des joueurs qui sont issus des centres de formation du Sénégal. Il n'y a que Abdou Diallo qui est le binational dans cette formation. Il y a également Bounassar qui vient d'arriver. En dehors de ces joueurs-là, les autres joueurs viennent quand même des centres de formation. Il y a Génération Foot, il y a Jambas, il y a d'autres centres de formation. Ce sont ces centres de formation-là qui fournissent des joueurs aux sélections, que ce soit dans la catégorie des jeunes ou au niveau donc des seniors. Ils passent par ces centres de formation avant de se retrouver en Europe. Donc, c'est le travail. Il faut valoriser le football à la base. Ça passe forcément par la base. Et quand il y a la base, sachez que vous allez avoir une bonne fondation, une fondation solide, et finalement le mur peut monter. Mais si on est là, les bras croisés, attend que le miracle doit venir de quelque part. Attends, le miracle c'était au temps de Jésus. Ça a dépassé. Ça a dépassé. Donc il faut véritablement du travail. Il faut se mettre au travail, être sérieux. Maintenant également, dehors du travail, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Écoutez, le Sénégal, on ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire qu'on va à la Coupe d'Afrique, on va la remporter. C'est la 3e finale que le Sénégal dispute. Ils ont remporté la dernière. Donc je me dis qu'il y a quand même cette volonté politique qui pousse la fédération, bien le ministère, à quand même soutenir ces fédérations-là, ou bien ces sélections-là, pour quand même arriver à voir ce résultat. Écoutez, on prend la Gambie. La Gambie. Mais la Gambie allait jusqu'en quart de finale pour sa première participation. On ne parle pas de la Guinée-Bissau. On ne parle pas des Comores qui aussi étaient à leur première participation. C'est le travail. C'est le travail. On a aussi envie de voir un Aliou Cissé togolais, même si aujourd'hui c'est Paolo Duarte. On garde espoir que peut-être derrière Paolo Duarte, il y aura un sélectionneur local qui va amener encore les éperviers loin. Tout ça là, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, c'est le travail et que ce travail-là ne s'arrête pas seulement au niveau de l'État ou bien au niveau des centres de formation, au niveau de la Fédération togolaise de football. Qu'est-ce qui se fait? Et des gens qui viennent quand même à cette fédération-là avec un cahier de charges qui se sont eux-mêmes donnés. Mais qui n'a jamais été respecté. Et en fin de mission, quand vous leur demandez de vous faire quand même le bilan, ça dit c'est des fois à 5%, des fois à 3% d'exécution. Et ça ne peut pas venir. Tout à l'heure, il a parlé quand même des centres de formation. Vous savez que des centres de formation en Europe, d'abord, c'est vrai qu'il y a quand même des partenariats entre ces centres de formation et puis d'autres centres de formation, mais d'autres clubs d'Europe ou d'Amérique. Mais il y a aussi un accompagnement au niveau de l'État, que l'État quand même fait par le truchement du ministère des Sports. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, le sport représente 1,5 milliard du budget, exercice 2022. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le sport. La priorité aujourd'hui au Togo, c'est quand même trouver à manger.
Vous avez vu, non? Donc, il faut quand même arriver à un moment où on sent que la priorité, le sport, c'est-à-dire qu'on mette le sport dans les priorités. Aujourd'hui, le sport n'est pas encore dans la priorité parce que pour connaître la priorité d'un secteur, c'est le budget. C'est le budget. Vous voyez. Donc, comme il a dit, ce n'est pas la magie. Pour le moment, les Togolais ont faim. Ils veulent manger d'abord. Non, écoutez, pour le moment, le sport n'est pas une priorité. Maintenant, il y a aussi ce côté on a 30 secondes. Il y a aussi ce côté du professionnalisation de ce football-là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui sont en quart de finale, en 8e, quart et puis autres, ne jouent pas un championnat amateur. Oui. Mais nous sommes toujours dans un championnat amateur. Comment est-ce qu'un championnat amateur, un pays qui joue un championnat amateur, vous pensez qu'il peut être sacré champion? Ouais. Non. Ça dit que le football est scientifique. Le football, c'est un métier. Le football, c'est un métier. C'est une industrie. Il faut investir. D'abord, il faut investir de la ressource humaine qualifiée, main-d'œuvre qualifiée. Il faut avoir des ressources financières. Il faut l'avoir. Et quand on parle d'équipe nationale, c'est qu'on parle de l'État. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci chers invités d'avoir prêté de votre temps pour débattre de tout cela. Nous espérons que nous n'avons pas prêché dans le désert. Cela servira à bon escient pour tous les Togolais. On veut voir le Togo un de ces jours encore transporter cette coupe-là comme les Sénégalais. Ça fera quand même de la fierté pour tous les Togolais. Merci à mes collaborateurs Antoine Sokassi et Loge Kao derrière donc les caméras. De l'autre côté Simon Naoui pour la retransmission des émissions. Des images. Retrouvez l'intégralité de cette émission donc sur notre page Facebook TV2 et puis pour la rediffusion c'est bien mercredi à 11h. Nous retrouverons donc lundi prochain pour une nouvelle aventure. D'ici jusque là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir.